Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Nous allons donc débuter la conférence dans un instant. Aujourd'hui, la conférence du jour est intitulée Vaccins dans l'élevage avicole sont-ils toujours nécessaires? Donc, c'est la 4e conférence dans la série de conférences sur l'élevage avicole pour une meilleure sécurité alimentaire qui vous est présentée à nouveau par notre cher et tendre docteur Amir Ben David. Donc, comme d'habitude, notre conférence est enregistrée et vous pourrez la voir et la revoir par la suite. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez poser des questions, comme d'habitude, vous utilisez le chat et on posera les questions à la fin. N'attendez pas la dernière minute, histoire qu'on puisse répondre en temps et en heure. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole à Dr Amir Ben David. Et s'il vous plaît, mettez-vous sur mute pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de nouveau à Lara, Tami, Macha et Matessé pour avoir organisé cette série de conférences et me donner l'opportunité de vous partager avec vous mon expérience. Et avant de commencer, deux choses. La première, c'est le fait qu'un événement à l'échelle mondiale est arrivé cette semaine, et le fait que le Sénégal a gagné la Coupe de football d'Afrique est un événement, et ceci me ramène à 20 ans en arrière. En 2001, j'ai été au Sénégal et c'était pendant une série de cours mobiles à Dakar, et à cette année-là, un de ces jours, le Sénégal aussi a réussi à être à la finale du championnat de football. Alors donc, on ferme un cercle en quelque sorte. Alors, félicitations pour le Sénégal et évidemment pour les participants sénégalais qui nous ont joignés ici. Et la deuxième chose, c'est le fait que la semaine prochaine, nous allons nous rencontrer pour la dernière fois dans cette série de conférences. Et je suppose, et je crois qu'elle va être un peu plus courte que l'autre, pour pouvoir vous donner la possibilité à vous tous de poser des questions que vous n'avez pas eu la chance d'avoir les conférences passées. Et donc, ce que je propose à vous, et c'est pour ça que je le dis au préalable maintenant, c'est de préparer vos questions pendant la semaine qui vient pour les présenter pendant la deuxième partie de la conférence la semaine prochaine. Alors, et ceci dit, nous allons commencer avec notre conférence et je vais commencer tout d'abord par est-ce que vous pouvez me laisser la possibilité de faire share screen? Ça y est. Merci. Très bien, parfait. Et alors, je vais partager avec vous la partie sur laquelle je suis soi-disant ou pas soi-disant qualifié. C'est le domaine de la médecine vétérinaire en ce qui concerne une petite partie de ce domaine. Et est-ce que les vaccins dans l'élevage avicole sont toujours nécessaires? Et nous allons commencer tout d'abord par cette diapositive qui nous présente un événement qui s'est passé en 2006, il y a 16 ans déjà. En mars 2006, nous avons eu et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je partage avec vous cette diapositive. Et en 2006, la première fois que la grippe aviaire est apparue en Israël, et elle est apparue au sud du pays, sur le bord de la bande de Gaza. Ici se trouve Tel Aviv, le centre du pays, Jérusalem, et ici la bande de Gaza, la frontière avec l'Égypte, la mer Morte et la frontière avec la Jordanie. Et dans ces trois
et 3 kibbutzim et 3 moshavim, et 3 kibbutzim et 1 moshav, et on a diagnostiqué la grippe aviaire. Et une mortalité énorme, et en un jour, presque en 2 jours en fait, des poulaillers entiers de dindons ont été trouvés morts. Et le problème était qu'en même temps, dans ces 2 communautés, un kibbutz et un moshav, et ensuite un autre kibbutz au sud du pays, dans la vallée du Jourdain, on a diagnostiqué aussi la grippe aviaire. Maintenant, cette maladie, ce virus n'est pas arrivé tout seul, parce que nous parlons ici de centaines de kilomètres, environ 200 kilomètres d'ici à là. Si jamais c'était transmission naturelle par vent, etc., beaucoup d'autres poulaillers auraient été atteints, mais il s'avère que seulement ces 3-là étaient atteints, ce qui veut dire que quelque chose d'autre les a amenés, et cette autre chose, ce sont des gens, parce qu'il s'avère que des gens qui travaillaient dans une de ces 4 communautés travaillaient ici dans ce kibbutz-là, et de ce kibbutz-là, je ne sais pas comment, mais apparemment, le virus a été transmis à ce kibbutz-là dans la vallée du Jourdain. Et ceci pour nous dire que nous-mêmes sommes responsables de ce qui se passe dans nos poulaillers même, et nous avons quoi faire pour éviter que cette transmission soit faite. Et comment ça se fait? Ça s'appelle biosécurité, et tout de suite vous allez comprendre pourquoi je parle de ça avant de parler de vaccin, chose que nous ferons tout à l'heure. Et donc, la biosécurité est tout d'abord avant la vaccination, pendant la vaccination et après la vaccination. Beaucoup d'éleveurs en Israël pensent que si la bande a été vaccinée, ça y est, on ne doit plus respecter aucune mesure de biosécurité, le troupeau est protégé, la bande est protégée, et donc nous pouvons laisser entrer n'importe qui, faire n'importe quoi, du moment que la bande a été vaccinée. Le problème est que la biosécurité, récapitulons, ceci était vrai en quelque sorte, quand j'ai commencé à travailler il y a plus de 30 ans, mais aujourd'hui, de plus en plus, l'importance de la biosécurité augmente, et la raison pour laquelle la biosécurité augmente, c'est parce que nous avons affaire à de grandes unités d'élevage, de très très grandes unités d'élevage. Le gain par unité diminue et les risques donc augmentent. De plus, les unités d'élevage sont de plus en plus grandes, et non seulement plus en plus grandes, les poulaillers sont plus grands, le nombre de poulaillers par unité, par ferme est plus grand, mais aussi l'élevage est beaucoup plus dense, à la fois pour les pondeuses que pour les poulets de chair. Et si nous parlions, quand j'ai commencé il y a 30 ans, à une densité de 10 à 12 poulets de chair par mètre carré, aujourd'hui nous parlons de 16 à 17, comme nous l'avons déjà appris, quand il s'agit évidemment de poulaillers d'aération contrôlée, surtout quand nous parlons d'aération en tunnel. Et donc, ceci fait, les risques augmentent, non seulement les risques biologiques, mais les risques économiques. Et je vous rappelle, nous sommes ici pour gagner de l'argent, non pas forcément pour faire de l'élevage. Je blague évidemment, mais notre moyen de gagner de l'argent est faire de l'élevage de poulets, soit de poulets de chair, soit de pondeuses. Maintenant, ce qui cause en fait les risques
qui augmentent, ce sont des causes biologiques. Nous faisons de la sélection pour la production. Comme je vous l'ai dit, poulet de chair, à l'époque, je vous montrerai tout de suite, les poulets de chair, pour arriver à 2 kilos de poids vif, à l'époque, quand il y a 30 ans et plus, on devait attendre et faire un élevage de 56 à 63 jours, c'est-à-dire 8 à 9 semaines. Aujourd'hui, nous arrivons et nous atteignons ce poids vif déjà à 4 semaines et demie. Donc, la sélection pour la production a amélioré et de beaucoup et notre volaille. Mais ce qui se passe, c'est que quand nous avons sélectionné pour la production, soit pour un indice de consommation diminué, soit pour une alimentation plus grande, etc., et une quantité de beaucoup plus élevée, nous avons en fait diminué la résistance aux maladies, soit par sélection que nous n'avons pas fait exprès, évidemment, parce que nous ne savons pas ça, et nous, en général, les sélectionneurs ne vérifient pas ces traits de résistance aux maladies, seulement sélection pour production d'un côté. Deuxièmement, du point de vue physiologique, les poulets et les pondeuses, les poulets de chair et les pondeuses, du moment qu'elles sont sélectionnées et s'occupent de production, elles n'ont pas le temps de s'occuper à des résistances aux maladies. Et autre chose qui est arrivée pendant ces 30 ans, mais même avant, c'est que les micro-organismes qui se trouvent dans l'élevage de volailles, ces micro-organismes ont été sélectionnés par nous-mêmes, pas exprès, mais de façon secondaire à une résistance aux antibiotiques. Troisième et quatrième cause, c'est le fait que les pathogènes auxquels nous faisons face ont été aussi sélectionnés naturellement, et les virus surtout, et ont muté pour une virulence beaucoup plus élevée vis-à-vis de cette volaille que nous élevons aujourd'hui. Et je vous rappelle de nouveau, en 1957, à l'âge de 6 semaines, nous avions un poids de 905 grammes poulet de chair. En 2005, c'est-à-dire en presque 50 ans, nous avons augmenté la rapidité de la grandeur et nous sommes arrivés à 4 kg de sang à 6 semaines d'âge. Et voilà donc un autre diaporama. Et la même chose s'est produite pour les pondeuses. Les pondeuses, à l'époque, il y a 30 ans, on avait 230 œufs par pondeuse. Ici, pour les brunes, pour les pondeuses blanches, nous arrivions à 250-260 œufs par pondeuse. Aujourd'hui, nous y sommes ici à entre 300 et 320 et ici 330 et même plus d'œufs par pondeuse. Donc, évidemment, et de nouveau, une sélection pour la production augmentée. Et de plus, le poids a baissé parce que les pondeuses modernes pèsent beaucoup moins que celles qu'on élevait il y a 30 ans quand j'ai commencé mon travail. Et autre chose qui s'est passé pendant ces 30 ans, c'est que des pathogènes ont apparu et soi-disant de nouveau, soi-disant et pas à nouveau, et nous parlons du syndrome de chute de ponte qui a été découvert en 1976 et qui a été introduit dans le monde de la volaille par des vaccins, et les vaccins ont été produits dans un laboratoire, infectés
la souche a été infectée par ce virus-là, qui en principe n'est pas un virus qui attaque la volaille, et de fait, le virus a commencé à affecter la volaille, et depuis, nous faisons face à ce syndrome. D'ailleurs, cette maladie n'existe pas en Israël, mais je sais qu'elle existe en Afrique. Et autre pathogène, c'est le virus de l'anémie infectieuse. Lui aussi a été introduit dans le monde de la volaille par moyen de vaccins infectés. Et donc, vous voyez déjà, nous commençons notre conférence en ce qui concerne est-ce que les vaccins sont-ils toujours nécessaires. Ils sont nécessaires, mais pas toujours, et nous allons en parler. Et de fait, nous voyons que les vaccins que nous utilisons, parfois ont des problèmes. Ils sont infectés eux-mêmes par des pathogènes qui ne devraient pas être. Et je nous ramène déjà au début, biosécurité, non seulement en ce qui concerne la volaille, mais en ce qui concerne la production de virus. Et évidemment, nous nous rappelons toujours en 1986 la pandémie de la Salmonella enteritidis qui a commencé et a causé de la mortalité chez des humains. Et évidemment la leucose, mais ça a été vite traité. Et d'autres pathogènes qui sont apparus, c'est la grippe aviaire en 1996 à Hong Kong comme premier cas qui a été éliminé immédiatement. Et en 2003, la grippe aviaire H5N1 a commencé à être répandue depuis 2003 dans le monde entier. Et aussi comme la maladie de Salmonella enteritidis, elle risque d'être une zoonose, mais pas au niveau de la Salmonella enteritidis, parce que depuis 2003 jusqu'à nos jours, et les gens qui ont été infectés par la grippe aviaire, ce sont des gens qui travaillaient et qui vivaient avec les volailles infectées d'un côté, et à nos jours, nous pouvons compter, et depuis 2003, ça veut dire 20 ans déjà, entre 300 et 400 personnes qui sont mortes de cette maladie. Donc, une zoonose, mais à la rigueur. Et un autre problème qui est apparu aux États-Unis en 2005, c'est à travers l'usage et la vaccination de poulets de chair contre la laryngotrachéite, et une épidémie au niveau des États-Unis dans les fermes de poulets de chair principalement. Et ceci a été vérifié, étudié, et on a découvert que le problème était avec le vaccin même, qui est un vaccin atténué. Nous allons tout de suite en parler. Et donc, ce vaccin-là est atténué a causé beaucoup de problèmes de laryngotrachéite, évidemment la mortalité, mais non seulement de la mortalité, mais les poulets de chair ont grandi beaucoup plus lentement, ce qui fait que l'indice de consommation était beaucoup plus élevé. Donc, à la rigueur, sinon pas de perte d'argent, une diminution de gains, et un problème qui est apparu dans le domaine des pondeuses, c'est la bronchite infectieuse, la souche QX, qui est origine aussi de la Chine, comme la peste aviaire H5N1. Et cette souche-là a été répandue et découverte en Hollande en 2003-2004 et depuis répandue dans le monde entier. Par qui? Par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que pas toujours nous respectons les
et règles de biosécurité que nous allons toucher et traiter tout de suite. Alors, biosécurité. Et comme je l'ai dit, déjà, le stress stress physiologique, et non seulement du stress physiologique, tout de suite nous allons en parler, et cause une baisse de résistance aux maladies. Et la raison pour le stress qui a augmenté pendant les années, c'est la densité qui a augmenté, comme je l'ai déjà signalé, les bâtiments qui deviennent de plus en plus vieux, et nous allons en parler la semaine prochaine. Je vais vous apporter un exemple comment un vieux bâtiment par rapport à un nouveau bâtiment donne des résultats un peu plus bas. Et évidemment, plus les bâtiments, plus l'élevage se fait sophistiqué et dépendant de technologies, alors nous avons aussi plus de problèmes techniques, électricité, etc. Autre chose qui cause l'importance de la biosécurité, c'est que le fait que, étant donné que les poulaillers sont plus denses d'un côté, plusieurs unités dans une même surface, la contagion est rapide, les vaccins ne sont pas toujours efficaces, nous allons tout de suite en parler, et la chimiothérapie, malgré que je suis médecin vétérinaire et c'est soi-disant le domaine avec lequel je devrais travailler le plus, c'est le domaine avec lequel je travaille le moins parce que, en général, aujourd'hui, la chimiothérapie est inefficace. Nous avons créé des souches de bactéries tellement résistantes à tellement d'antibiotiques que la chimiothérapie est inefficace. Elle est très populaire, mais elle est inefficace et elle est très chère. Maintenant, le but de la biosécurité est ne pas de traiter ou guérir la bande, mais empêcher l'infection et l'introduction de pathogènes. Je vous ai montré, soit par les gens même qui passent d'une ferme à l'autre, et une ferme infectée, même parfois si nous ne le savons pas tout de suite, et deuxièmement, par voie de vaccins infectés, comme j'en ai parlé il y a quelques minutes. Un autre but de la biosécurité, c'est de diminuer la quantité de pathogènes et de cette façon diminuer l'influence des maladies sur l'élevage. Et de ce fait, nous diminuons les risques et les pertes ou, comme écrit ici, diminution de gains. Pas toujours nous perdons, mais nous pourrions gagner beaucoup plus par moyen de règles de biosécurité. Et quels sont ces principes, ces règles de biosécurité? Tout d'abord, le premier principe, la première règle, un seul âge, une seule espèce. Nous en avons déjà parlé et j'en parlerai aujourd'hui et à la rigueur la semaine prochaine. En anglais, ça s'appelle all in, all out, c'est-à-dire dès qu'une bande arrive, on ne met pas à côté une autre bande. À côté, c'est soit une autre ferme qui se trouve très près de nous, ou ça peut être un poulailler à côté de nous, et nous allons tout de suite savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on déclare all in, all out. C'est-à-dire, dès que la bande arrive, la bande est élevée en soi-même et ensuite envoyée à l'abattoir ou autre, mais pas, et elle ne doit pas être élevée à côté d'une autre bande. Pourquoi? Ceci résume en quelque sorte quelques exemples de résistance et de susceptibilité à de différents pathogènes entre poulets de chair et pondeuses et reproductrices. Par exemple, la boursite infectieuse,
ce que nous appelons la maladie de Gumboro. Les poulets de chair et la ligne de poulets de chair, ça peut être soit les poulets de chair eux-mêmes ou leurs reproductrices. Elles sont susceptibles, mais les pondeuses et leurs reproductrices sont 3 fois plus sensibles à ça. Quand j'ai commencé mon travail dans les années 90, et on avait un problème de Gumboro ici qui est apparu de nouveau à cause d'une sélection du virus à une pathogénicité, à une virulence beaucoup plus élevée. Et ça a pris du temps jusqu'à ce que nous avons fait face à ce virus. Mais ce qui s'est avéré, c'est que dans les poulaillers de poulets de chair non vaccinés, on pouvait arriver au maximum à 30% de mortalité, pas plus que ça, pas que c'est très bas, mais pour vous donner une notion, et en général, la mortalité arrivait entre 10 et 12-15% en total, dans des bandes non vaccinées, parce qu'à l'époque, ça a mis du temps, jusqu'à 1 an environ, jusqu'à ce qu'un vaccin effectif a été mis sur le marché. Par contre, dans la ligne des poulettes pondeuses, car vous savez que la maladie de Gumboro infecte jusqu'à l'âge de 6 à 7 semaines, pas plus que ça, dans les poulaillers de poulettes pondeuses, j'ai été témoin à des mortalités de 100%. Des poulaillers où la mortalité est arrivée à 100%, et je n'exagère pas, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce qui fait que les pondeuses, la ligne des pondeuses est beaucoup plus sensible à la maladie de Gumboro que les poulets de chair. Et donc, vous comprenez évidemment que si on a fait l'élevage ensemble ou à côté de poulets de chair et de reproductrices, nous menaçons et nous mettons en danger ces pondeuses, même si nous avons un vaccin, parce que nous devons nous rappeler toujours, les vaccins ne donnent pas une résistance de 100%. De même pour la Mycoplasma gallisepticum, les poulets de chair et leurs reproductrices sont beaucoup plus sensibles que les pondeuses, la ligne des pondeuses. À la rigueur, une petite diminution de ponte 2. Dans ce cas-là, quand les poulets de chair sont infectés de Mycoplasma gallisepticum, la vitesse de croissance est diminuée de beaucoup, l'indice de consommation est très élevé et n'importe quel facteur pathogène de plus crée une maladie très grave dans les poulets de chair, ce qui n'est pas le cas dans les lignes des reproductrices. Ce qui fait que si nous, de nouveau, si nous faisons l'élevage à côté de poulets de chair et de pondeuses, nous menaçons de fait les poulets de chair et ainsi de suite. La coccidiose de même, les poulets de chair sont beaucoup moins sensibles que les pondeuses. Les pondeuses, on peut arriver à une mortalité de 20-30% et même plus, tandis que ici, 1 à 2% et pas plus que ça. Donc, voilà, donc, all in, all out, une souche, un seul âge. En ce qui concerne les différentes souches de volailles, vous voyez les différences. Rose représentant la ligne de poulet de chair, les reproductrices évidemment, on les élève jusqu'à 64-65 semaines d'âge, pas plus que ça en général. La quantité d'œufs qu'elles produisent, c'est 182. Poids à la fin d'élevage avec une restriction alimentaire arrive à entre 4 et 5 kilos. Et le poids à 5 semaines d'âge, évidemment, 2 kilos et 2,5 kg, parfois même un peu plus. Si nous prenons les pondeuses, soit brunes, soit blanches, vous voyez qu'on les élève
en général, jusqu'à la nuit forcée 72 semaines, vous voyez combien d'œufs elles produisent, deux fois plus presque que la ligne de poulet de chair. Évidemment, le poids est la moitié de ce que nous arrivons dans les lignes de poulet de chair. Et quand nous avons affaire à l'élevage de pondeuses, il n'y a pas de restriction d'aliments. Et vous voyez le poids à l'âge de 5 semaines. Donc, celles-ci sont des poules et celles-ci sont des poules, mais vous comprenez que à cause ou grâce, ça dépend de quel point nous regardons les choses, et de la sélection génétique, nous avons formé deux animaux pas complètement, mais deux animaux différents, non seulement différents dans la production, mais aussi ils diffèrent en ce qui concerne la résistance aux pathogènes, comme je vous l'ai montré dans le tableau précédent. Et donc, le premier principe, all in, all out en anglais, une seule espèce dans la communauté ou dans le village, soit poulet de chair, soit pondeuse. Ils ne peuvent pas vivre ensemble et ne pas être affectés l'un à l'autre. Et de nouveau, les différences, poulets de chair et les pondeuses, qui, eux, les poulets de chair, ont augmenté de poids et croissance et accéléré d'un côté, tandis que la pondeuse, étant donné qu'elle vit beaucoup de temps, elle a été sélectionnée pour un ralentissement de croissance, et pour ne pas dire diminution d'un côté, un poids très très léger, 2 kg et quelques à l'âge de 72 semaines, et une production très très élevée, plus de 300 œufs par pondeuse. Et donc, quand nous parlons de all in all out, ce n'est pas seulement une seule espèce de volaille, soit pondeuse, soit poulet de chair. Nous parlons aussi de l'âge, parce que vous comprenez que le petit poussin là, qui n'a pas été encore vacciné, qui n'a pas eu la chance de produire des anticorps, et quand il vit avec une poulette ou une pondeuse qui a été déjà vaccinée, qui produit des anticorps, et donc une maladie de Newcastle à la rigueur ne va pas l'affecter, ici nous pouvons arriver à une mortalité très très élevée. Et donc, quand nous parlons all in all out, une seule espèce, un seul âge, soit poussin, soit poulette pondeuse, soit adulte. Et ici, j'ai apporté cette photo de poulet de chair. Nous le considérons adulte, mais en fait, il a 5 semaines d'âge. J'aurais dû apporter une photo de pondeuse de reproductrice, mais j'en ai pas trouvé, donc c'est pour ça que je l'apporte. Rappelez-vous, ce poussin qui s'appelle poulet de chair, il a 5-6 semaines, c'est encore, en ce qui concerne, si nous faisons l'analogie aux humains, c'est encore un bébé. Et il est toujours sensible aux maladies que cette pondeuse est donc résistante depuis lors. Maintenant, nous parlons de souches différentes, donc la sélection génétique se fait, tout de suite je vous le montrerai. Nous prenons chaque année, pas nous, mais les compagnies qui se chargent de sélection génétique, soit la compagnie de Ross, Hubbard, Cobb, etc., en ce qui concerne les poulets de chair, Lohmann et Highline qui se spécifient en ligne de pondeuse, ils prennent toujours chaque année les 10% de la population qui sont les meilleurs. Les meilleurs en quoi? Soit en croissance, soit en indice de consommation, en ce qui concerne les poulets de chair. Quand nous parlons de pondeuse, soit un poids réduit et une quantité beaucoup plus élevée que la moyenne
de la population. Et vous voyez donc comment se fait la sélection. Nous partons d'une population dont la moyenne se trouve ici. 2 ans après, nous avons une population, nous avons formé en prenant 10% de la population et en l'élevant, reproduisant, etc. Nous avons formé 2 ans après une population dont la moyenne est ici et ainsi de suite. Vous voyez donc comment la sélection génétique crée et aide à former des animaux qui sont complètement, pas complètement, mais qui sont très différents dans beaucoup de traits en ce qui concerne la population d'origine. Une des choses que nous faisons la sélection, c'est évidemment la croissance, la production, mais aussi, sans le savoir, la diminution de résistance aux maladies, comme je vous l'ai dit, soit à cause de la physiologie, parce qu'ils sont stressés par une production très, très élevée d'un côté, mais aussi directement en sélectionnant des souches sans le savoir, parce que nous ne vérifions pas ça toujours, des souches qui sont plus sensibles à différents pathogènes. Un des exemples les plus évidents, c'est le fait que les oies ou les palmipèdes, les oiseaux qui vivent dans l'eau, c'est-à-dire les canards et les oies, on faisait à l'époque ici en Israël un élevage d'oies pour gavage, pour le foie gras qui se consommait et que se consomme aujourd'hui et toujours aujourd'hui en Europe, en France évidemment. On faisait donc un élevage d'oies et on était sûr toujours que les oies étaient complètement résistantes à la fois à la maladie de Newcastle et à la Mycoplasma gallisepticum. Et tout d'un coup, pendant les années 2000, début des années 2000, quand il y avait encore un petit élevage d'oies et agavés pour foie gras, on a découvert que les oies sont sensibles aussi à la Mycoplasma gallisepticum et aussi à la maladie de Newcastle. Pourquoi? Probablement à cause de la sélection génétique qui se faisait dans le domaine des oies aussi, chose dont nous n'allons pas parler maintenant. Deuxième principe, écartement, distance, qui est issu du fait que nous devons élever différentes souches à l'écart et différents âges à l'écart. Maintenant, les distances sont en relation directe avec la quantité de volailles que nous élevons, ce qui veut dire quantité de volailles, risque économique. Plus les fermes sont grandes, la masse biologique augmente, c'est-à-dire la quantité de viande, la quantité d'animaux est beaucoup plus grande et donc les facteurs pathogènes ont la possibilité de se reproduire beaucoup plus et donc nous avons une quantité de pathogènes sur une surface X beaucoup plus grande grâce ou à cause de ça. Ce qui veut dire qu'un petit coup de vent, même s'il transmet une très petite une très petite quantité de pathogènes, c'est toujours, plus la masse biologique de la ferme augmente, plus la quantité de pathogènes qui est transmise d'une ferme à l'autre devient beaucoup plus grande. Et donc, plus les fermes sont grandes, plus il est suggéré d'augmenter les distances entre les fermes, même si ce sont des fermes deux fermes de poulets de chair ou 2 fermes de poulets de pondeuses ou 2 fermes de pondeuses. Et même si elles sont au même âge, parce que parfois il arrive qu'une ferme soit infectée, l'autre non. Et le fait d'augmenter la possibilité de protéger ces troupeaux, c'est par augmentation des distances entre les fermes. Et
Autre chose que nous devons tenir en compte, vous n'avez pas ça beaucoup, mais ici en Israël, on a beaucoup de fermes de reproductrices, soit de pondeuses, de poulettes pondeuses, mais surtout de poulettes de chair. Et donc, étant donné que ce sont des fermes qui coûtent beaucoup d'argent parce que les poussins et l'élevage est très, très cher parce qu'il se fait jusqu'à l'âge de 67, 70 semaines. Les risques économiques sont donc beaucoup plus grands et de plus, s'ils sont infectés, par exemple, par des pathogènes qui sont transmis verticalement, c'est-à-dire des parentaux à la progénie, nous devons donc isoler beaucoup plus ces fermes-là. Et de fait, aujourd'hui, si on parle de distance de 1 à 3 km entre des fermes de poulets de chair, en ce qui concerne les parentaux, nous parlons de 5 km de distance d'une ferme à l'autre, ou même plus. Les distances, évidemment, sont en fonction aussi de la topographie et, comme je vous l'ai dit, de la masse biologique. Quand je parle de la topographie, nous parlons donc d'une plaine vis-à-vis de la montagne. Si nous parlons de montagne, il y a des barrages naturels, les montagnes ou les collines, qui arrêtent le vent, mais quand nous parlons de plaine, le vent passe pendant des kilomètres et je vous rappelle que ces pathogènes sont résistants au climat, à la chaleur ou à la sécheresse. Ils ont des moyens de se protéger contre ça et d'être transmis donc d'une ferme à l'autre facilement. Et quand nous parlons de plaine, nous augmentons les distances, nous devons augmenter les distances par rapport à la montagne ou à une région avec des collines. Évidemment, nous parlons aussi de distance en fonction de la souche de volaille à élever. Comme je vous l'ai dit déjà, les reproductrices de poulets de chair vont être beaucoup plus éloignées d'une ferme à une autre que les poulets de chair. Même, c'est un élevage beaucoup plus long, d'un côté, beaucoup plus cher qu'une ferme de poulets de chair. Pas toujours d'ailleurs, mais laissons ça pour le moment. Et comme je vous le dis, comme je le spécifie ici, il est en fonction donc de la longévité de l'élevage et du nombre de cycles de l'élevage par année. Quand nous parlons de reproductrices de poulets de chair, nous avons un cycle d'élevage qui dure 67 semaines, tandis que quand nous parlons de poulets de chair, nous parlons d'un cycle de 5, 7, 8 semaines au maximum. Donc, si nous avons perdu un cycle de reproductrice, nous avons perdu une année entière, tandis que si nous avons perdu un cycle de poulet de chair, c'est beaucoup moins grave. Nous pouvons achever l'élevage dans la semaine qui reste pendant l'année. Et troisième principe, hygiène. Ce n'est pas évident parce que nous parlons des animaux, évidemment, qui sont élevés dans la litière. La litière n'est pas stérile, évidemment, mais nous parlons d'hygiène en ce qui concerne autour de la ferme et dans les entourages. Et la première chose qu'il faut faire, c'est un grillage autour de la ferme, non seulement dans le poulailler même, mais autour de la ferme. Et ceci pour vous dire que quand il y avait beaucoup d'élevage de dinde aujourd'hui en Israël, et beaucoup moins, il arrivait des fois où des chats ou des renards avaient entré dans le domaine de la ferme et de temps à autre mordaient des dindons qui sortaient la tête du grillage d'une façon ou d'une autre. Et de cette façon-là, tout le troupeau de dindons était infecté de Pasteurella multocida, qui est une maladie
très, dur pour les dindons, avec une mortalité assez élevée qui peut arriver à 20, jusqu'à 20 à 30% de mortalité. Et donc, voilà un exemple pourquoi garder la ferme hors de l'atteinte d'animaux. Et d'ailleurs, si nous parlons de Pastorella multocida, une bactérie qui atteint les dindons, les poulets de chair et les pondeuses sont résistants à cette maladie jusqu'à l'âge de au moins 20 semaines. Donc voilà encore un exemple pourquoi ne pas faire un élevage à la fois de deux espèces différentes dans une même place. D'ailleurs, les oies aussi sont très sensibles à la Pastorella multocida. Mais ce n'est pas le cas ce n'est pas la peine d'élaborer ça aujourd'hui. La ferme doit être propre. Autour de la ferme et dans la ferme, nous devons laisser les choses la ferme est propre, c'est-à-dire les aliments ne doivent pas être dispersés partout dans la ferme. On ne doit pas avoir des déchets et des choses qui n'appartiennent pas directement à la ferme. Et beaucoup de gens ici en Israël tendent à penser que la ferme est un dépôt de choses dont ils n'ont pas besoin chez eux. Non, la ferme est une place qui doit être propre et où on doit tenir seulement les choses qui sont pertinents au travail à la ferme même. L'entrée à la ferme après une douche et après avoir changé de vêtements. C'est-à-dire que quand moi, je rentre dans une ferme où nous avons 200 000 poulets de chair, malgré que ce soit des poulets de chair, je n'entre jamais dans la ferme avant d'avoir fait une douche et avoir changé de vêtements. Et les vêtements appartiennent à la ferme, ainsi que les chaussures. Et ceci était fait strict, et il y avait des jours où je me douchais dans 4, 5, 6 fermes à la fois, le même jour. Ça pouvait être même en été, même en hiver, malgré qu'en hiver, ce n'est pas très sympathique, mais on risque beaucoup d'argent dans ce cas-là et ce n'est pas la peine de le risquer pour une douche. Et je le faisais ça chaque semaine et comme je vous l'ai dit, de façon suivie. Voici un exemple d'une ferme qui est isolée de tous ses alentours. Vous voyez un grillage ici tout autour, ok? Maintenant, les aliments ici en Israël sont apportés à la ferme par des camions, je vous le montrerai tout de suite. Les camions n'entrent pas dans le domaine de la ferme. Ils s'attachent à cet tuyau-là et ces tuyaux-là, avec une pompe, sont administrés dans les silos que vous voyez ici. Les camions n'entrent pas dans la ferme parce que ces camions-là ont été, il y a 3 heures, dans une autre ferme et personne ne sait quel est l'état immunitaire ou de maladie qui était dans la ferme d'avant. De même que le camion, le chauffeur ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans cette ferme-là, est-ce qu'il y a de la mortalité ou pas. Et de même, le gaz pour chauffage se fait de dehors. Les camions pour l'administration de gaz ne rentrent pas dans la ferme. Et vous voyez cette camionnette, cette bâchée, elle se trouve hors de la ferme. Elle n'entre pas dans la ferme. Et quand moi je viens faire une visite, je vais par ce chemin-là jusqu'ici. Ici, nous avons une douche. Je me douche et je prends les vêtements de la ferme qui ne sortent pas de la ferme et je fais la visite dans ces poulaillers.
Ici, vous voyez de nouveau la ferme, les portes pour entrer après avoir évacué l'élevage, les poulets de chair dans ce cas-là. Ça peut être des reproductrices aussi. On peut faire entrer des camions pour nettoyer, etc. Après que la désinfection a été faite, ces portes sont fermées et personne ne rentre dans la ferme sans respecter les règles, douche, etc. Autre chose, c'est le fait que cette ferme se trouve dans une région montagneuse et donc nous pouvons diminuer en quelque sorte les distances entre les fermes par rapport aux mêmes fermes qui se trouvent dans des zones de plaine. Et voilà donc les camions qui mènent les aliments aux fermes. Vous voyez ici un camion, un tank ça peut contenir 30 tonnes, environ 30-35 tonnes d'aliments. Vous voyez le tuyau là qui s'attache à ce tuyau-là et il y a une pompe ici du camion qui mène les aliments soit granulés, soit en farine jusqu'à ces silos-là. Chaque silo peut contenir jusqu'à 10 ou 15 tonnes d'aliments. Alors voilà donc ces camions. Et ces camions sont aussi à la rigueur désinfectés, mais pas tout à fait, chaque fois qu'ils viennent d'une ferme et avant aller ravitailler une autre ferme. Et voilà encore un exemple de camion qui transporte les aliments. Et ceux-là sont des camions qui transportent le gaz pour le chauffage. Vous voyez, ces camions-là non plus ne rentrent pas dans les fermes. Ils ont des tuyaux pour s'attacher à ces réservoirs de gaz et de là, des tuyaux souterrains qui mènent le gaz et d'autres combustibles jusqu'au poulailler pour le chauffage. Et voici un exemple de ferme d'élevage de poulets de chair où la biosécurité est soi-disant respectée, car il y a le grillage, mais vous voyez que le supplément d'aliments se fait quand les camions doivent entrer dans la ferme, dans les limites de la ferme, et toutes ces voitures-là ne doivent pas être ici parce que ces voitures-là sortent ensuite et Dieu sait où elles se trouvent. Et de nouveau ici, le même exemple, les silos d'aliments se trouvent à l'intérieur de la ferme. Impossible de transmettre les aliments du camion au silo ici, et donc les camions entrent et vous ne savez pas où ils ont été, car les camions sont un moyen de transport d'aliments et de pathogènes d'une ferme à l'autre. Et je vous ai montré au début, comment la grippe aviaire a été transmise en 2006 de la bande de Gaza jusqu'à la vallée du Jourdain, soit par des éleveurs, soit par des véhicules. Et voilà donc, et de nouveau, des exemples de ce qu'il ne faut pas faire quand nous construisons notre ferme. Troisième principe, hygiène, non seulement propre, mais aussi source d'eau potable et source d'aliments de bonne qualité. Et évidemment, pas d'usine d'aliments où on sait qu'il y a des salmonelloses ou autres pathogènes. Et autre chose que nous devons tenir en compte quand nous parlons d'hygiène et soi-disant biosécurité, c'est le fait de nettoyage et désinfection. Après chaque cycle d'élevage, nettoyage à sec
tout d'abord de toute matière organique, que ce soit les aliments, les litières, les plumes, n'importe quoi. Les gens tendent à oublier que les aliments, c'est une matière organique qui contient à la rigueur des pathogènes, soit de l'usine d'aliments, soit de l'élevage que nous venons de terminer, même si ces aliments se trouvent dans des silos, soi-disant fermés hors du poulailler. Nous ne savons jamais qu'est-ce qu'ils ont comme pathogènes et donc on ne conserve jamais des aliments d'un cycle d'élevage à l'autre, que ce soit des reproductrices, des dindons ou autres, peu importe. Et ce qui se fait et ce qui se pratique ici en Israël, en général, ces aliments sont vendus à moitié prix par les éleveurs, à des petits éleveurs qui cherchent des aliments à bon prix. Et ensuite, après avoir nettoyé à sec les poulaillers et l'entourage des poulaillers dans toute la ferme, nous faisons un lavage avec détergent pour évacuer le reste de matière organique qui se trouve soit dans le poulailler, soit aux environs. Et je vous rappelle, le poulailler, le sol du poulailler est en béton. Donc, il peut être lavé avec des détergents, chose qui ne peut pas être faite quand nous parlons de sol en terre. Et je vous rappelle, plus les unités sont grandes, plus le risque est grand et donc pas la peine de commencer à penser le béton oui ou non. C'est oui, c'est toujours oui, surtout quand nous parlons de grandes unités. Et je vous rappelle, le béton peut être lavé et nettoyé, le sol en terre, non. Et la troisième chose qui est faite, c'est la désinfection. Et à l'époque, ici en Israël, la désinfection se faisait avec de la formaline, mais depuis que la formaline a été suspectée ou déclarée comme suspecte à causer du cancer, et la formaline a été interdite en principe, surtout dans les élevages de poulets de chair, et la désinfection se fait par d'autres désinfectants, et la liste est grande. La désinfection n'est pas une stérilisation. Comme je l'ai dit au début, il y a quelques diapositives, le but est de diminuer la quantité de pathogènes. On ne peut pas les annuler complètement, on ne peut pas le faire disparaître. La désinfection est destinée à diminuer la quantité de pathogènes, que ce soit des virus, des coccidies, des bactéries ou autres. Diminution, pas stérilisation, et ceci, nous devons nous rappeler, c'est le but et c'est ce que la désinfection peut faire. Et là, c'est pour ça que nous parlons toujours de vide sanitaire qui lui aussi aide à diminuer de plus et qui beaucoup de fois est beaucoup plus efficace que les désinfectants eux-mêmes. Et quand nous parlons de vide sanitaire, nous devons nous rappeler la chaleur et la sécheresse est nuisible aux pathogènes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'élevage de poulets de chair ou de pondeux, non, même pas de l'élevage de poulets de chair, nous respectons au moins 10 jours de vide sanitaire et dans l'espoir d'avoir 14 jours, pas toujours c'est possible, mais de temps à autre, nous réduisons ça à 10 jours. Mais en ce qui concerne l'élevage de reproductrices ou de poulettes pondeuses, et pas tellement les pondeuses, mais poulettes pondeuses, nous parlons d'un vide sanitaire d'au moins 1 mois. Pourquoi? Parce que 1 mois vis-à-vis de 52 semaines, 72 semaines
d'élevage, c'est presque rien d'un côté, mais le risque de ne pas respecter ce mois-là est, pardon, un mois vis-à-vis de 1 an et demi, 1 an à 1 an et demi d'élevage est presque négligible, mais le risque d'infection est beaucoup plus grand d'un côté, et nous ne pouvons pas nous permettre ça quand nous faisons et que nous avons un élevage de poulets de chair, et c'est pour ça que la recherche a démontré que 99,9% des pathogènes sont éliminés après un vide sanitaire de 10 à 14 jours. Et voilà donc un autre exemple d'une autre ferme, de nouveau, beaucoup de poulaillers, une ferme d'élevage de poulets de chair, je suppose, mais regardez où se trouvent les silos, ce qui veut dire que dans ce cas-là, les camions seront vont entrer dans la ferme, ce qui n'est pas très suggéré. Vide sanitaire, évidemment, en fonction des maladies et des problèmes vétérinaires dans la ferme pendant le troupeau précédent. Et quand j'ai parlé de poulets de chair, j'ai parlé de vide sanitaire de 10 à 14 jours, mais quand nous avons affaire à un problème de, par exemple, grippe aviaire ou de la maladie de Newcastle, nous avons un vide sanitaire de 1 mois, n'importe s'il s'agit de poulet de chair ou autre élevage. Et évidemment, en fonction des troupeaux élevés, nous avons déjà élaboré ça, nous n'allons pas répéter. Quatrième principe, et nous y arrivons, les vaccins, et ça c'est soi-disant le domaine que je dois suggérer, etc. Mais nous allons tout de suite nous rendre compte que les vaccins n'est pas une réponse à tout problème vétérinaire, maladie ou autre, et parfois eux-mêmes créent des problèmes. Alors, le programme de vaccination, et chaque pays a son programme même, selon la souche de volaille à élever, évidemment, selon les maladies qui existent dans le pays, et c'est pour ça que chaque pays a son programme de vaccination, et selon les souches de pathogènes qui existent dans le pays pour chaque agent pathogène, et le programme doit être labile selon les circonstances dans chaque pays. Le programme qui était effectué quand j'ai commencé à travailler est évidemment différent de celui qui se tient en ligne aujourd'hui. Un exemple, quand j'ai commencé à travailler, on ne vaccinait pas les poulets de chair contre la maladie de Guamboro, ce qui n'est pas concevable aujourd'hui dans l'élevage de poulets de chair ou autre. Quel vaccin nous avons en main pour lutter contre les maladies? Alors, nous avons deux sortes de vaccins, des vaccins atténués et des vaccins inactivés. Et je ne vais pas énumérer tout ce que j'ai accumulé ici dans ces diapositives qui vont suivre, mais je vais vous dire en gros. En gros, la grande différence entre les vaccins atténués et inactivés, le fait que les vaccins atténués peuvent se multiplier, donc nous avons besoin d'une petite quantité de pathogènes ou soit de bactéries, soit de virus, tandis que les vaccins inactivés, comme ils sont dit, ils sont inactivés, donc ils ne peuvent pas se reproduire, et pour créer une réponse immunogène bonne, nous avons besoin d'un grand nombre de pathogènes dans chaque millilitre de vaccins que nous administrons à ces pathogènes. Et donc, ceci est issu du fait que
si nous avons besoin d'un petit nombre de pathogènes en ce qui concerne les vaccins atténués, ils coûtent en général moins, pas toujours, que les vaccins inactivés. Le problème avec les vaccins atténués, qu'ils ont été sélectionnés pour une réduction de virulence d'un côté, mais en même temps, ils ont été sélectionnés à être un peu différents aux souches pathogènes et naturelles qui existent sur le champ. Et parfois, c'est suffisant et il y a des maladies où ça n'est pas suffisant et pour plusieurs raisons. Soit parce que les vaccins atténués du point de vue immunogénique ils sont assez différents des souches naturelles d'un côté, ou du fait que nous avons plusieurs souches de la même maladie. Exemple donné, c'est la maladie de la bronchite infectieuse, où nous avons une très, très grande quantité de souches qui sont du point de vue système immunogène des volailles différents, et donc nous devons toujours créer de nouveaux sérotypes, de nouvelles souches et de vaccins atténués. Et par contre la maladie de Newcastle, même si les souches et la virulence diffèrent, du point de vue immunogénique, il n'y a pas de différence, donc nous pouvons utiliser facilement des vaccins inactivés. Et ce qui est une autre différence très importante entre les vaccins atténués et les vaccins inactivés, c'est que les vaccins inactivés nous donnent une réponse immunogène très, très forte en général, avec un niveau d'anticorps très, très élevé par rapport à la grande partie de vaccins atténués qui donnent une réponse d'anticorps beaucoup plus basse que les vaccins inactivés. Et un grand avantage des vaccins atténués, c'est le fait qu'ils donnent une protection locale au niveau de la trachée beaucoup de fois, ou au niveau du système digestif, ce qui n'est pas dans le cas des vaccins inactivés. Alors, nous n'allons pas entrer et élaborer le fait de quel système immunologique, humoral ou cellulaire les vaccins activent. Et ça, vous allez pouvoir le voir dans le diaporama qui va être placé dans le nuage au cours de la semaine. Autre chose qui est très importante à nous rappeler, c'est le fait que les vaccins atténués, étant donné qu'ils sont des facteurs pathogènes potentiels vivants, ils sont très sensibles à la chaleur et en conditions ambiantes. Nous venons de parler justement de vide sanitaire, sécheresse, température, etc. Mais un autre avantage, c'est le fait que la production est simple, en général, production simple et rapide, un petit nombre de pathogènes à chaque dose, ce qui nous rend les vaccins atténués beaucoup moins chers que les vaccins inactivés. Et le fait que les vaccins inactivés, en principe, pas en principe, ils sont biologiquement sûrs, ils ne peuvent pas créer des maladies. Et ceci nous mène au fait que les vaccins atténués sont comme je l'ai dit déjà il y a quelques phrases en arrière, ce sont des pathogènes potentiels. Ils ont été sélectionnés à une virulence atténuée, mais ils peuvent devenir, après un certain temps,
ça peut être 2 semaines, ça peut être quelques jours, ils peuvent devenir virulents. Ce qui s'est passé, par exemple, comme je l'ai déjà cité, aux États-Unis pendant les années 2006 environ, quand ils ont commencé à avoir des problèmes de laryngotrachéite à cause du fait qu'ils vaccinaient contre ce virus les poulets de chair, et le virus est atténué, mais à un certain niveau, et il est apparemment devenu de nouveau pathogène. Ceci est vrai, par exemple, pour la maladie de l'encéphalite aviaire. L'encéphalite aviaire est une maladie qui cause une chute de ponte dans les pondeuses, mais qui crée une maladie nerveuse dans les petits poussins, les poulets de chair, et qui est transmise par les œufs. Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser cette qualité-là de ce virus et vacciner les reproductrices ou les pondeuses pendant l'époque où elles ne pondent pas, mais après l'époque qu'elles sont déjà assez âgées, avec un système immunitaire assez développé et assez mûr pour produire des anticorps ou autres. Et c'est pour ça que dans le cas des vaccins contre l'encéphalite aviaire, nous utilisons seulement des souches atténuées d'un côté, mais qui ne sont pas très atténuées par rapport aux souches naturelles, et grâce au fait qu'entre l'âge de 7 à 20 semaines, c'est-à-dire dans cet espace-là où elles grandissent, mais ne rentrent pas encore en production, on peut les vacciner sans aucune crainte et sans problème de maladie. Et dans ce cas-là, si nous faisons un élevage de poulettes pondeuses à côté de pondeuses qui sont en production, nous risquons notre élevage de pondeuses parce que nous pouvons créer une chute de ponte, et si ce sont des reproductrices, elles vont transmettre ce virus-là aux petits poussins. Et donc, voilà encore un autre exemple pourquoi nous devons respecter les règles de biosécurité telles que je les ai énumérées tout à l'heure. Mais ce que je voudrais quand même que nous nous rappelions, que les vaccins atténués peuvent devenir pathogènes. Ça, c'est leur désavantage et le plus important, tandis que les vaccins inactivés sont très chers à produire, donc la vente est très chère, et de plus, ils doivent être administrés par piqûre, donc l'administration même est aussi assez chère par rapport à l'administration par aérosol ou par eau en ce qui concerne les vaccins atténués. Maintenant, parlons des problèmes que causent surtout les vaccins atténués. Alors, nous voyons ce petit poussin, dans ce cas-là, un petit poussin de poulet de chair qui a été vacciné au couvoir contre la maladie de Newcastle et la bronchite infectieuse. Et ce poussin-là a des problèmes de respirer, des problèmes respiratoires. Et nous appelons ça en fait une réaction post-vaccinale. Et vous pouvez entrer dans un poulailler soit à l'âge de 4 à 7 jours, soit à l'âge de 10 à 12 jours, et voir des problèmes tels que nous voyons ici, avec un peu de râle si nous écoutons bien. Et nous appelons ça réaction post-vaccinale parce que c'est à cause de l'administration du vaccin contre ces deux pathogènes. Du point de vue poussin, il est malade de Newcastle parce que quelques jours après, nous allons voir des têtes tournées, des problèmes d'équilibre, etc. Alors, nous appelons ça réaction post-vaccinale, mais du fait vis-à-vis, et nous avons administré un virus atténué, mais du point de vue
poussin, il est malade de Newcastle. Alors, ceci pour nous rappeler de nouveau que les vaccins atténués ont un potentiel de pathogénie vis-à-vis de la volaille. Un exemple. Et autre exemple, les vaccins pathogènes atténués avec, en question, d'accord? Et ceci est dit à cause des souches qui sont nommées chaudes et contre la maladie de Gumboro. En fait, ce sont des souches de Gumboro qui ont été atténuées beaucoup moins que les vaccins, les autres souches, et qui sont beaucoup plus virulentes vis-à-vis du poussin d'un côté, et qui sont administrées dans des pays où il y a beaucoup de problèmes de Gumboro pour lutter contre les souches locales et naturelles. Dans ce cas-là, nous devons tenir en compte que nous administrons, nous créons de façon pas naturelle, de façon artificielle, une maladie de Gumboro dans notre troupeau. Une maladie qui est beaucoup moins, pas beaucoup moins, moins grande qu'une maladie naturelle, mais nous la créons. Donc, nous créons des problèmes. Et comme vous savez, la maladie de Gumboro atteint la bourse de Fabrice, ce qui veut dire que nous diminuons la résistance de notre volaille contre d'autres pathogènes. Le vaccin contre la laryngotrachéite, nous en avons déjà parlé de ce qui se passait aux États-Unis. Les vaccins contre l'encéphalite aviaire, je viens d'en parler. Et un autre problème qui est apparu, et je l'ai montré au début, c'est les vaccins contre la bronchite infectieuse, la souche qu'on appelle ici en Israël le variant numéro 2 en chiffres romains. Et ce variant-là est en fait une souche qui est la souche QX qui vient de la Chine en 2006. Okay? Et ce variant, cette souche de bronchite infectieuse, la QX, qui est apparue dans l'année 2006 et en Chine, crée un problème de fausse pondeuse. Qu'est-ce que ça veut dire fausse pondeuse? La bronchite infectieuse atteint les pondeuses dans l'utérus, pas les œufs, mais l'utérus. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'utérus se transforme, et si les pondeuses sont atteintes à l'âge de 2 à 4 semaines d'âge par cette souche-là, à l'âge de la fécondité, à l'âge où elle commence à pondre, à 2 mois environ, et l'utérus se transforme en cyste. Et de cette façon-là, l'ovaire qui n'est pas atteint par la bronchite infectieuse continue à produire des ovules, c'est-à-dire des jaunes d'œufs, mais ils ne peuvent pas être sortis, ne peuvent pas être pondus parce que l'utérus est bloqué en forme de cyste. Et donc, nous voyons en fait des pondeuses normales extérieurement, mais qui ne sont pas capables de pondre des œufs. Le variant 2, ce vaccin-là qui a été créé ici en Israël, cette souche-là qui a été atténuée à partir de la souche naturelle, la QX, quand il est administré comme souche atténuée, il peut causer des problèmes de fausses pondeuses, surtout dans les reproductrices. Donc, vous voyez déjà de nouveau le fait que les vaccins atténués ne le sont pas toujours atténués au degré du fait que
ils ne causent pas de maladie, mais s'ils sont trop atténués, ils ne vont pas irriter assez le système immunologique et donc ne vont pas administrer une bonne protection contre les pathogènes naturels. Autre problème, c'est la laryngotrachéite qui crée des problèmes, comme je l'ai déjà dit. L'encéphalite aviaire qui crée aussi des problèmes et quand le vaccin même arrive et infecte des pondeuses parce qu'il a été atténué très faiblement par rapport à d'autres vaccins. Et autre problème que j'ai fait face, et ça c'est des données que j'ai analysées dernièrement pendant les 6 dernières années, c'est le fait que nous administrons ici en Israël à chaque 2 mois environ, et les pondeuses de comestibles doivent être vaccinées par aérosol par un vaccin atténué, le même vaccin qui est administré au couvoir aux petits poussins. Et ce qui se passe, c'est que entre l'âge de 50, si ce vaccin est administré à des pondeuses qui sont entre 50 à 59 semaines d'âge, c'est-à-dire après le pic de ponte, il y a une baisse de production qui est plus haute que la baisse normale. Vous voyez ici, plus de 1% de baisse de ponte pendant une semaine et demie après l'administration de vaccins atténués contre la maladie de Newcastle. Donc, ce vaccin atténué de maladie de Newcastle cause un problème à la fois chez les petits poussins, mais aussi chez les pondeuses de 50 à 59 d'âge. Et ceci a été analysé de façon statistique et a été trouvé très significant, très significatif. Vous voyez, avant ça, presque pas d'influence parce qu'elles sont encore sous l'influence du programme de vaccination qu'elles ont reçu à l'âge de poulettes pondeuses pendant l'élevage de poulettes pondeuses. Mais ici, malgré l'administration de vaccins et pendant tout l'élevage, ici, il y a une baisse de résistance qui crée une maladie très, très faible, évidemment, mais une baisse de ponte qui est causée par la maladie, par le vaccin même. Ça ne veut pas dire que le vaccin ne doit pas être administré parce que autrement, ces poules, s'ils ne reçoivent pas ce vaccin à temps, elles sont toujours beaucoup plus sensibles à une souche naturelle qui va créer un problème beaucoup plus élevé. Alors, ceci pour nous rappeler que les vaccins atténués que nous administrons ne sont pas toujours tellement atténués comme nous le pensons. Et ici, encore un exemple de différence de sensibilité entre 2 souches de pondeuses, Highline et Lohmann, qui sont élevées comme poulettes pondeuses. Et la sensibilité, c'est un travail que j'ai fait aussi, une analyse que j'ai faite aussi il y a 20 ans. Et à la sensibilité de ces 2 souches et contre la maladie de coccidiose, vous voyez que la souche Highline est 4 fois plus sensible à la maladie de coccidiose par rapport à la maladie de Lohmann, même dans la même ferme et même si elles sont élevées dans le même poulailler. Il y aura beaucoup plus de mortalité dans la souche Highline que dans la souche Lohmann. Ce qui veut dire que si nous administrons un vaccin atténué contre la coccidiose, chose qui est faite parfois, mais c'est très cher, ce n'est pas une pratique courante, nous risquons plus les poulettes de Highline par rapport au Lohmann. Et
qu'est-ce que c'est? Et voilà donc et aussi un autre problème qui s'avère et en ce qui concerne la sensibilité de pondeuses. Et à l'époque, ici en Israël, et on élevait à la fois des pondeuses après une nuit forcée et des pondeuses en début de ponte. Et vous voyez qu'en ce qui concerne la maladie de Newcastle, quand les pondeuses sont en début de ponte, elles sont beaucoup plus sensibles qu'après la mue, parce que celles-ci ont déjà été et ont fait face à beaucoup de souches naturelles d'un côté, donc elles sont beaucoup plus immunisées que celles-ci. Et ces pondeuses en début de ponte sont sous un effort physiologique très, très immense, qui veut dire qu'elles commencent à produire, tandis que celles-là produisent beaucoup moins. Et le pourcentage de ponte ici arrive au maximum à 85. Ici, nous parlons d'une ponte de 95%. Donc, voilà un effort physiologique, un stress physiologique qui diminue la résistance aux maladies, même si elles sont dans un même poulailler. Et évidemment, en ce qui concerne la maladie de mycoplasme, ici, après la mue forcée, elles sont presque pas affectées par le pathogène, tandis qu'ici, il y aura une baisse de ponte qui ne va pas récupérer après. Et ceci pour nous dire, de nouveau, de ne pas faire un élevage de deux âges différents. Mue forcée se fait à 72 semaines d'âge. Début de ponte, je vous rappelle, 18 à 20 semaines d'âge, pour ceux qui ne sont pas dans l'élevage de pondeuses. Et à l'époque, dans les années 90, les poulets de la souche rose étaient beaucoup plus sensibles à la maladie de Gumboro que les poulets de chair de la souche Co. Autre chose que j'ai fait, une autre analyse que j'ai faite en ce qui concerne une autre maladie, la maladie de la tête et de la grosse tête. Et ceci est un poulet de chair qui est affecté par cette maladie, une maladie des voies aériennes supérieures, trachées, etc. Et ces signes-là, ces signes de maladie, nous pouvons les avoir aussi quand nous avons un problème de bronchite infectieuse ou à la fois, à la rigueur, grippe aviaire de basse tout de suite. Alors, donc, ces signes-là ne sont pas forcément des signes de grosse tête. Maintenant, ce qui s'est passé dans une intégration ici en Israël, où on élevait des poussins, des poulets de chair, et à plusieurs reprises, ces signes de maladie ont apparu dans différentes fermes de cette intégration, et le vétérinaire qui était en charge là-bas a décidé de vacciner sans avoir vérifié ça. Il a décidé que c'est la maladie de grosse tête, et donc il fallait vacciner contre cette maladie avec un vaccin atténué. Et quand je suis arrivé, parce qu'on m'a appelé pour voir comment on pouvait résoudre le problème, j'ai fait l'analyse de bandes vaccinées et non vaccinées dans cette même intégration, soit dans les mêmes fermes. Et vous voyez ici qu'il y avait une différence de poids et d'indice de consommation. Les poulets de chair qui n'ont pas été vaccinés contre le syndrome de grosse tête avaient un poids de plus de 100 grammes au même âge, d'accord, avec la même densité, et l'indice de consommation était meilleur. Et donc, vous voyez que vaccinant contre ces syndromes sans avoir vérifié vraiment la cause, apparemment il s'agissait de bronchite infectieuse et non pas de syndrome de grosse tête, parce que les signes sont très, très
comparable. Et donc, nous avons perdu de ce fait, l'intégration a perdu 3 fois. Une fois parce qu'ils ont perdu du poids. Deuxièmement, ils ont perdu des aliments. Troisièmement, ils ont payé pour un vaccin qui était inutile et non seulement inutile, qui a créé des problèmes. Alors, ici, je ne vais pas élaborer ça, mais il existe des vaccins contre la coccidiose qui en général sont chers et ils sont assez virulents en général. Aujourd'hui, on a d'autres choses pour élever les poulets de chair. Les vaccins contre la coccidiose sont utilisés, surtout le paracox 8, dans l'élevage de reproductrices de poids lourds et ici en Israël, c'est-à-dire les reproductrices de poulets de chair. Autre chose que nous devons nous rappeler, étant donné que nous sommes déjà convaincus que les vaccins atténués peuvent créer des problèmes, c'est surtout en ce qui concerne la bronchite infectieuse importée. Et ici en Israël, nous avons importé cette souche-là de vaccins contre la bronchite infectieuse à cause de plusieurs choses pour lutter contre la bronchite infectieuse. Nous avons importé une souche qui a été créée en Angleterre, en Grande-Bretagne, et en fait, nous avons importé une nouvelle souche de bronchite qui était pathogène et qui a été isolée de plusieurs élevages de poulets de chair qui étaient infectés de bronchite infectieuse. Et c'est cette souche qui a été isolée, et non seulement ici en Israël, mais il y avait aussi des cas en Corée et au Japon. Et une autre souche qui est virulente, c'est cette souche-là, la QX, qui a débuté en 2006 en Chine, et ici, elle s'appelle le variant 2 en Israël, et qui a été atténué pour créer un vaccin, et qui, lui aussi, est assez virulent vis-à-vis de poulets de chair ou de reproductrices surtout. Et ceci pour vous dire que même si on vous dit que le vaccin, cette souche, est très efficace pour lutter contre la maladie de bronchite infectieuse, si vous n'avez pas ce variant dans votre pays, ce n'est pas la peine de l'importer et de l'administrer de façon artificielle à vos troupeaux. Et nous n'allons pas énumérer les programmes à fond, mais juste pour vous dire que les poulets de chair ici en Israël sont vaccinés au couvoir par vaporisation avec des vaccins atténués de Newcastle de bronchite infectieuse. Ils ne reçoivent pas des vaccins contre Marex et chair, c'est inutile, et nous n'avons pas de problème non plus. À 10 à 12 jours, ils sont injectés avec des vaccins inactivés contre le Gumboro, la Newcastle et la bronchite, la grippe aviaire de basse virulence, et la H9N2, des vaccins inactivés, et de nouveau vaccinés par aérosol contre la maladie de Newcastle et de bronchite à l'âge de 3 semaines. Pondeuses, et pendant l'élevage de poulettes, elles sont vaccinées de même que les poulets de chair, et ensuite elles reçoivent évidemment un vaccin contre la laryngotrachéite et contre l'encéphalite aviaire, et vers la fin de l'élevage, entre 12 à 13 semaines, elles reçoivent un vaccin inactivé à nouveau contre la maladie de Newcastle et la bronchite, évidemment contre la variole, et s'il est nécessaire dans certaines fermes de pondeuses, aussi contre la coryza. Et comme dit,
quand les pondeuses commencent à pondre dans les fermes de ponte, elles sont vaccinées par aérosol contre la maladie de Newcastle tous les 2 mois environ. Comment administrer les vaccins inactivés? Évidemment par injection, soit dans le muscle de la poitrine, soit ici, au cou et au muscle des pattes. Et alors, voilà donc ici. Et les vaccins inactivés peuvent être administrés soit par eau, soit par vaporisation ou soit par goutte à l'œil. Et évidemment, et ça, c'est contre la maladie de Newcastle. Surtout ne pas faire ça quand il s'agit de laryngotrachéite, parce que comme je vous l'ai dit, le vaccin, la souche n'est pas assez atténuée et de ce fait-là, quand nous vaccinons de cette sorte contre la laryngotrachéite, nous créons forcément une maladie dans le troupeau. Quand nous administrons des vaccins atténués, nous devons nous rappeler toujours que ce pauvre animal, soit-il poussin ou soit-elle pondeuse ou reproductrice, doit faire face à des facteurs ambiants, des mycoplasmes qui se trouvent, des virus naturels, des bactéries naturels, des facteurs immunosuppressifs que nous ne savons pas toujours analyser. Et en plus, nous leur administrons des vaccins atténués que nous savons maintenant aujourd'hui qui sont des pathogènes ou des pathogènes potentiels car ils peuvent redevenir virulents et nocifs contre la volaille. La réussite de l'élevage, tout d'abord la bonne gestion du poulailler, et nous en avons parlé déjà. C'est construire un poulailler comme il faut, faire l'élevage comme il faut, respecter les densités, etc., température, hygiène, biosécurité, choisir la souche de volaille qui est capable de résister les conditions dans notre pays, et la réussite se mesure en argent en fin de compte pour l'élevage de poulets de chair. En relation, et l'argent est en relation directe au poids vif par mètre carré, soit dit densité, et en relation inverse à l'indice de consommation. Plus il est bas, meilleure est la réussite. Et ce sont les 2 facteurs à être pris en compte quand nous voulons analyser notre élevage et notre réussite. Et en ce qui concerne les pondeuses, évidemment, la réussite est le nombre d'œufs par poule démarrée, et l'indice de consommation est moins important parce que la consommation d'aliments n'est pas tellement élevée et elle est assez fixe en ce qui concerne l'élevage, et la mortalité en général est supposée être beaucoup plus basse comparée à l'élevage de poulets de chair. J'apporte ça parce que pour beaucoup de gens, ces poulets de chair, ces poulets qui se trouvent dans la basse-cour, dans les villages en Afrique et parfois ici dans les villages ici en Israël, ces poulets de basse-cour sont considérés par beaucoup de gens des poulets de basse-cour. Moi, je les considère en tant que vétérinaire ou vétérinaire qui doit aider les éleveurs, moi je les considère non pas des poulets, mais des réservoirs de pathogènes. Et ne rigolez pas, ce sont des réservoirs de pathogènes parce qu'ils sont beaucoup plus résistants à beaucoup de pathogènes que les souches que nous élevons pour la production. Et pourquoi nous avons déjà énuméré ça? Et nous allons maintenant, je vous rappelle de nouveau, ça c'est la chose la plus importante, la plus utile et celle qui coûte le moins. Et merci de votre attention. Nous allons maintenant procéder aux questions que Lara va nous présenter.
Merci Amir, merci beaucoup. Alors, concernant les questions, on n'avait pas énormément de questions pour le moment. On a Amadou qui nous dit comme quoi la maladie de la grosse tête a également ravagé toute une bande de poules et de poulets locaux chez lui. Et sinon, on avait une question, Un c'était... moment, Oui, Lara, un moment. Et le monsieur qui vient de dire que le syndrome de grosse tête a ravagé une bande chez lui, à la rigueur, c'est le syndrome de grosse tête, mais je vous ai dit, c'est un signe qui est aussi typique à la bronchite infectieuse. Et sans avoir fait un isolement de virus et une analyse d'anticorps, nous ne pouvons pas savoir qu'il s'agit vraiment de syndrome de grosse tête. Chose à signaler et à penser. Excuse-moi, Lara, vas-y, non, 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 continue. tu as raison. Concernant une question, il y a quelqu'un qui demandait si on promouvoit donc les produits biologiques chez nous, est-ce que les produits venant de l'élevage utilisant des vaccins demeurent biologiques? Qu'est-ce que c'est les produits biologiques? Alors, celui qui a posé cette question, s'il vous plaît, écrire dans le chat à quoi se réfère-t-il en ce qui concerne produits biologiques. Oui, je pense Merci. que ce qu'il voulait dire, c'était si par exemple, disons qu'il y a une ferme qui est bio pour avoir des œufs bio ou par exemple de la viande bio, est-ce que le fait que dans l'élevage, on fasse des vaccins, est-ce que ça fait une entrave pour avoir encore être considéré comme bio ou pas? Et je ne sais pas les règles. Ici en Israël, c'était comme ça au début, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et même les produits bio provenant de l'élevage avicole, Mhm. les poules et les poulets de chair, bon, les poulets de chair, ça n'existe pas, mais les pondeuses, c'est beaucoup plus caractéristique et beaucoup plus fréquent, sont sont vaccinés contre les maladies, soit par des vaccins atténués, soit par des vaccins inactivés. Ils doivent être, ils sont considérés néanmoins des produits bio, poules libres, etc., mais ils sont vaccinés. D'accord. Donc en fait, l'utilisation des vaccins, ça ne peut pas entraver automatiquement le fait qu'on ait un produit bio. Non, D'accord. ça va. Euh, Sinon, le reste, c'était plutôt des commentaires. On n'a pas eu pour le moment d'autres questions. Si quelqu'un veut encore poser une question Ah, attendez. Y a-t-il un moyen de lutter contre la propagation des maladies H5N1 par les oiseaux sauvages? Non. Et tout d'abord, on ne peut pas. Deuxièmement, les lois internationales de vétérinaires exigent à ce que les troupeaux qui sont affectés, ainsi que les troupeaux dans un rayon de 3 km, sont immédiatement exterminés, tués. Et de ce fait, pour éliminer la maladie, on n'essaye pas de lutter contre. Il y a quelques pays qui ont essayé de le faire, tel l'Égypte, avec des vaccins inactivés. La réussite n'est pas très bonne d'un côté. Deuxièmement, nous avons ici un problème de grippe aviaire de souche de basse virulence et nous vaccinons contre ça par un vaccin inactivé, ce n'est pas très efficace. Et étant donné que les souches H5, H7 et par loi internationale de vétérinaire sont obligatoirement exterminées. La lutte contre ça par moyen de vaccin n'a pas été efficace. Alors, très bien. Serge nous pose la question, est-ce que tous ces aliments qu'on donne aux animaux ne sont pas dangereux à la consommation à la longue, au long terme? Non. Si je comprends bien, il n'y a pas de problème de pathogènes en principe, il ne devrait pas y avoir de pathogènes. Et en ce qui concerne les aliments, si la formule a été bien calculée et bien équilibrée, aucun problème.
Et de fait, ces pondeuses et reproductrices, ces poulets de chair arrivent à vivre pendant 6 semaines pour les poulets de chair, mais les pondeuses et les reproductrices, 1 an, 2 ans, 3 ans presque. Très bien. Est-ce que le vaccin contre la grippe aviaire est-il aussi bon pour nos pays en Afrique? Et ça dépend de la souche qui existe chez vous. C'est Bien justement ce que je viens de vous dire. Inutile, inutile, et je répète la 3e fois, inutile de vacciner contre quelque chose qui n'existe pas chez vous. Si c'est un vaccin inactivé, ça coûte de l'argent. S'il s'agit d'un vaccin inactivé, ça coûte de l'argent et ça peut créer des maladies et ça peut créer l'apport de nouvelles souches qui n'existaient pas avant. Alors, avant de faire le vaccin, tout d'abord savoir contre quoi. Si vous ne savez pas, ne le faites pas. Même si un vétérinaire expert des États-Unis vient chez vous, s'il ne sait pas de quoi il s'agit et il vous propose de vacciner contre une souche qui n'existe pas chez vous, ne le faites pas avant de savoir de quoi il s'agit. Très bien. Ensuite, il y a Salif. Alors, malheureusement, je ne sais pas de chaque pays qui vient de quel pays, mais Salif qui nous dit: j'ai appliqué des mesures de biosécurité contre la grippe aviaire en fermant les rideaux de mes poulaillers et j'ai constaté une baisse de plus de 50% de la ponte. Est-ce que cette chute de ponte peut-elle être attribuée à la baisse de la lumière? Et à mon avis, à la rigueur, oui, mais il faut un éclairage. Je suppose qu'il y a un éclairage artificiel. Deuxièmement, nous devons tenir en compte qu'il fait plus chaud dans un poulailler fermé, moins aéré. Troisièmement, peut-être qu'il y avait quand même, malgré les mesures de biosécurité, il y avait quand même une infection de la grippe aviaire ou autre pathogène, je ne sais pas. Il faut voir. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas. Il y a plusieurs causes, plusieurs raisons de baisse de ponte et on ne peut pas savoir à la rigueur. Le fait d'avoir fait une chose ne veut pas dire que c'est ça la raison de cette chute de ponte. Il faut voir, il faut être sur place. Ok, très bien. Bah, écoute, Amir, je te remercie au nom d'Amétissi, de Machav et de tous les participants. Comme vous le savez, la semaine prochaine, on a notre 5e et dernière conférence de la série de conférences sur l'élevage avicole. Donc, vous aurez plus de temps pour les questions. Donc, on vous invite tous donc, à écrire en avance, à préparer vos questions pour qu'on puisse y répondre la semaine prochaine. Et donc, merci Amir. Et on se revoit la semaine prochaine pour la conférence sur les facteurs non pathogènes affectant l'élevage et comment choisir notre souche de volaille. Voilà, merci à tous. La conférence sera en ligne la semaine prochaine et on se revoit mercredi. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Merci et félicitations de nouveau au Sénégal pour la coupe de championnat de football. Bonne semaine à tous et au revoir la prochaine fois. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci à tous d'être venus. Au revoir.